Elle avait été tout juste achevée, faite en bois sculpté par des artisans ramenés d'un voyage précédent. Malgré la pénombre matinale, les bourgeois suffirent à éclairer un triste spectacle. La table avait été renversée, la vaisselle avait roulé sur le parquet ciré, la comtesse se tenait près de la grande cheminée en marbre, s'appuyant sur les bords. Il aperçut son fils, la tête rouge, ses habits de chambre salis par la poussière et forcière sur un côté de l'épaule, à point d'être presque déchiré. Il s'avança d'un geste de la main pour voir s'il n'avait rien. Il devina au recul de celui-ci sa peur, ce qui l'inquiéta d'autant plus. Elle lui confia qu'elle avait surpris Horace et le second de cuisiner dans une position d'infamie. Les deux se turent encore plus fortement. La lumière perça au travers des carreaux de verre de la fenêtre. La journée s'annonçait belle. Les oiseaux entamaient déjà leur refrain mélodieux. Le comte souffla les bougies et tendit le bougeoir. Il répondit qu'il n'avait rien vu et qu'il ne voulait plus les voir et insista sur la dernière phrase en direction des deux yeux des deux concernés. Le domestique plia ses genoux tout en récupérant l'objet, mais ses jambes étaient aussi rouges sous sa tunique de bure, donnèrent à ses gestes de reversant un air douloureusement maladroit. Un peu plus tard dans l'après-midi, tout semblait réglé. Il s'était parti un instant de sa correspondance et vit Horace depuis sa fenêtre dans le jardin d'agrément. Quand la dernière lettre réceptionnée fut le dernier à écrire fut cachetée, il descendit et emprunta l'allée et en passant sur un banc de pierre, il aperçut un tas de feuilles. Il s'arrêta et vit juste derrière le corps blême de son fils, écrasé le lit brise sous son poids, formant un lit floral funèbre. Dans la végétation au pied des petits haies de buis symétriques, une voile vert vide gisait à terre d'un éclat d'émeraude menaçant. Il prit le paquet et vit sur la page écrite d'une admirable façon les terribles lettres d'un aveu tragique. Je suis plus horrible des filles, pardonne-moi. Il sembla au camp que son existence prenait un sens douloureusement négatif. Il se remémora sa naissance et se sentit comme le héros d'une tragédie d'Échille, d'autant plus qu'il n'avait pas su, médiocre, sage, accepter ce que sont les choses et la façon dont elles arrivent et sont. Il se sentit comme si on lui avait repris un présent, mais il ne hurla pas, sachant qu'il se l'était donné par lui-même, alors que cela ne dépendant pas de lui. C'est avec un chuchotement indiscernable et un cœur plein d'acceptation amère qu'il ferma les yeux de son enfant.
Tout avait commencé à la Florence alors qu'il s'était rendu dans un couvent à la réputation populaire, au dire de Matthieu, connu pour être un important lieu où se rendaient les femmes infertiles de la ville. Alors qu'il flânait à la fontaine sous un très vieil arbre, il fit la rencontre inattendue d'un vieil homme sur un banc de pierre dont l'épaisse mousse lui servait de cousin. Il avait de beaux habits, mais il ne reconnut pas, malgré ses relations dans la cité des riches commerçants. Ils causeront dans un long moment et le vieil homme se prit de sympathie pour le comte et d'un regard soudain plus vif l'informa qu'il savait ce qu'il recherchait, il lui confia qu'il avait l'habitude de venir voir les femmes qui venaient puiser un peu d'eau à cette fontaine et que jamais aucune d'entre elles ne revenait avec un présent. Quand la vie est ailleurs, elle ne revient pas vers ce qu'elle a quitté. Le comte suspecta quelque chose, mais il se laissa convaincre. Sa prudence était repoussée par sa curiosité. Ainsi, à l'occasion des festifs, il expédiait courtoisement des mondantinés florentines pour rencontrer des érudits, des docteurs étrangers dont la vocation lui échappait, mais de ces rencontres personne ne sut lui dire qui était ce mystérieux inconnu de la fontaine. Un jour, il le retrouva au même endroit. Il seul et le comte lui demande s'il savait véritablement ce qu'il recherchait. Le vieil homme lui dit humblement qu'il savait que ce que cherchait le cœur des femmes semblait à ce que cherchait le cœur des hommes et que leur passion se retrouve communément dans ce même but. Il l'entraîna hors de la ville jusqu'aux abords d'une symétrie dans la maison d'un ancien gardien des lieux. Caché dans la cave s'étendait un important étalage de mobilier couvert d'instruments de recherche. Lorsque le vieil homme lui demande s'il n'avait pas peur, le comte laissait parler son courage et non sa raison. Lorsqu'il revit des jours plus tard, il découvrit en soulevant un drap une cuve de verre chaud remplie d'un liquide stagnant mais pétillant, mousseux mais avec une odeur douceâtre. Quelque chose devait se trouver dans ce mélange lentement dynamique à attendre d'être. Il trouva un message écrit son intention sur le drap. Le sang n'est pas la vie, mais le sang donne la vie. Le comte sortit alors une lampe et en versa assez pour rougir toutes les surfaces. Les choses sont ensuite imposées comme un fait sans puissance, tels les deux bouts d'une rivière que l'on réunit. Ainsi la vie s'est mise à couleur. Il avait réuni les conditions et sa volonté à toute agence, mais ce fut la matière que elle-même produisit. La suite, le fluide s'était mis en branle. Il ne fut que éclenché et sa volonté a été dépassée. Les choses ont pris des ailes, même comme lorsqu'un couple désirait ardemment
un enfant et qu'il découvre, après des successifs essais, qu'elle porte le fruit de leur désir, les choses de leur font seules, leur volonté n'est pas plus que cause d'un procédé qui désormais les dépasse. Le comte chaque jour serait les mains sur le canne à chaque visite qu'il faisait. Il n'avait rien dans le substrat laitieux dont des fois il avait imaginé en rentrant ces moments tant des fois son espérance s'était de retrouver encore une fois anéantie. Le vieil homme connaissait pourtant les secrets de la vie, de sa formation. Il avait passé la sienne à son étude. Il avait étudié la semence, sa texture, son élasticité, toutes les visqueuses. Il était fasciné par ses flux. Il avait chauffé, il avait dilué, avait testé sa fraîcheur et même son goût des milliers de fois et parmi des milliers d'échantillons. Quand le comte, trop occupé par ses affaires et pressé encore par d'autres, rendit sa visite quotidienne, quelle ne fut pas sa surprise quand il découvrit un homme nuet, si robuste et pourtant si faible, une enveloppe encore à demi consistante comme le cri qui durcit depuis quelques instants. Il avait trouvé gisant, recroquevillé sur les dalles froides, blessé et couvert de saleté, les cheveux visqueux et le corps humide d'un liquide s'égouttant sur sa peau comme de l'eau sans en être. Il avait de se réveiller. Il était naissant, lui, se retrouvant dans le noir de ce monde fermé et obscur, inconnu, tel un nouveau-né gigonnant, tombé hors des bras maternels, accueillants et chaleureux. Il avait dû paniquer et ainsi briser le couvercle de verre. Il était sorti sans savoir où aller. Il était resté tout près. Le comte qui s'était approché le remarqua à la lumière de la flamme, les reflets de prémices du vote. Le corps lui semblait si familier à l'exception de ses ongles encore mous et de ses yeux. Aux prunelles noires de comte, ses substitutions, ses deux perles bleues au éclat doré telle une pierre précieuse venaient au hasard d'un fillon rendu mystérieusement perceptible. Je suis né pour que tu m'aimes, avait-il dit sans prévenir, brisant cette contemplation d'un sourire encore juvénile malgré ses traits matures, comme répondant à l'interrogation croissante et pleine de joie du comte qui se pressa de la couvrir de son manteau et de prendre près de lui, faisant intérieurement le serment d'être meilleur des pères.